Le joueur d'échecs, Stefan Zweig. Monsieur B ôta ses lunettes, les posa et commença. Vous avez eu l'amabilité de me dire que vous étiez viennois et que vous vous souveniez du nom de ma famille. Cependant, je suppose que vous n'avez guère entendu parler de l'étude d'avocat que je dirigeais, avec mon père d'abord, puis tout seul. Car nous ne défendions pas de causes éclatantes, celles dont on parle dans les journaux, et nous ne cherchions pas à augmenter notre clientèle. En réalité, nous ne plaidions plus à proprement parler. Nous nous bornions à être des conseillers juridiques et administrer les biens des grands couvents avec lesquels mon père, ancien député du parti clérical, avait des relations étroites. En outre, je puis vous le dire sans indiscrétion, puisqu'aujourd'hui la monarchie relève de l'histoire ancienne, quelques membres de la famille impériale nous avaient confié la gérance de leur fortune. Ces liens avec la cour et le clergé dataient de 2 générations déjà. Un de mes oncles était médecin de l'empereur, un autre abbé à Seidenstetten. Nous n'avions qu'à les maintenir. C'était là une activité tranquille, et je dirais discrète vu la confiance qui nous était échue par voie d'héritage et qui ne demandait, pour nous être conservés, qu'une extrême réserve et une honnêteté éprouvée. 2 qualités que feu mon père possédait au plus haut degré. Il réussit en effet à garder à ses clients une partie considérable de leur fortune malgré l'inflation et la révolution. Lorsqu'ensuite Hitler arriva au pouvoir en Allemagne et qu'il se mit à dépouiller l'église et les couvents, diverses transactions et négociations se firent par notre moyen, de l'autre côté de la frontière pour éviter au moins la saisie des biens mobiliers de nos clients. Et à ce moment-là, nous en savions plus, mon père et moi, sur certaines négociations politiques secrètes de Rome et de la mission impériale que le public n'en apprendra jamais. Mais précisément, le caractère discret de notre bureau, il n'y avait même pas de plaque à notre porte, et la prudence avec laquelle nous évitions ostensiblement tous les deux les milieux monarchistes, paraissaient nous mettre le plus à l'abri possible des enquêtes importunes. Le fait est qu'aucune autorité en Autriche ne se douta jamais que durant toutes ces années, de très importants documents et le courrier secret de la maison impériale passaient presque sans exception par l'insignifiante étude que nous avions au 4e étage d'une maison. Or, les national-socialistes, bien avant de mettre sur pied leur armée et de les lancer contre le monde, avaient organisé dans tous les pays voisins une autre légion, aussi dangereuse et bien entraînée, celle des laissés pour compte, des aigris et des mécontents. Ils s'étaient insinués en installant leurs cellules, comme ils disaient, dans chaque bureau, dans chaque entreprise, et avaient leur poste d'espionnage et leurs mouchards jusque dans le cabinet particulier de Dollfussé de Schöchning. J'appris, hélas trop tard, qu'elles avaient leurs hommes aussi dans notre petite étude. Ce n'était à vrai dire qu'un pitoyable commis très peu capable que nous avions engagé sur la recommandation d'un curé, et simplement pour donner à notre bureau l'aspect d'une affaire ordinaire. Nous ne lui confions rien d'autre que les courses inoffensives, le soin de répondre au téléphone et de ranger les documents, mais seulement ceux qui étaient insignifiants et sans aucune importance. Il n'était jamais autorisé à ouvrir le courrier, j'écrivais moi-même à la machine toutes les lettres importantes, sans en laisser de copie au bureau. J'emportais chez moi les documents de valeur et donnais mes consultations secrètes exclusivement au prieuré du couvent ou dans le cabinet de mon oncle. Grâce à ces précautions, ce mouchard n'avait rien d'intéressant à épier au bureau. Il fallut un hasard malheureux pour que l'ambitieux individu s'aperçût qu'on se méfiait de lui et que toutes sortes d'affaires sérieuses se passaient derrière son dos. Peut-être en mon absence, un messager imprudent a-t-il parlé de Sa Majesté, au lieu de l'appeler le baron Berne comme il était convenu, ou bien le gredin a-t-il ouvert des lettres contrairement aux ordres reçus. Toujours est-il que Munich ou Berlin le chargea de nous surveiller avant que j'en eusse le moindre soupçon. Ce n'est que beaucoup plus tard et longtemps après avoir été arrêté que je me rappelai le zèle subit dont il avait fait preuve dans les derniers temps de son service chez nous, contrairement à sa nonchalance du début et l'insistance avec laquelle il m'avait offert à plusieurs reprises de mettre mon courrier à la poste. Il y eut donc de ma part une certaine imprévoyance, je l'avoue, mais combien de diplomates et d'officiers n'ont-ils pas été trompés par la perfidie de la clique hitlérienne. J'eus bientôt une preuve tangible de l'attention que me vouait depuis longtemps la Gestapo. Le soir même où Schöchning annonçait sa démission, la veille du jour où Hitler entrait à Vienne, j'étais déjà arrêté par des hommes de la SS. J'avais par bonheur pu brûler les papiers les plus importants sitôt après avoir entendu le discours d'adieu de Schöchning
et à la dernière minute, juste avant que les sbires n'enfoncent ma porte, expédier à mon oncle dans une corbeille de linge par l'intermédiaire de ma vieille et fidèle gouvernante tous les papiers nécessaires à la reconnaissance des titres que les couvents et 2 archiducs possédaient à l'étranger. Monsieur B interrompit son récit pour allumer un cigare. À la vive lueur de la flamme, je remarquai qu'un tic nerveux, qui m'avait déjà frappé auparavant, entordait le coin droit et revenait toutes les quelques minutes. Ce n'était qu'un mouvement fugitif, à peine perceptible, mais il donnait à tout son visage une expression étrangement inquiète. Vous vous figurez sans doute que je vais maintenant vous parler d'un de ces camps de concentration où furent conduits tant d'Autrichiens restés fidèles à notre vieux pays, et que je vais vous décrire toutes les humiliations et les tortures que j'y souffris. Mais il ne m'arriva rien de pareil. Je fus classé dans une autre catégorie. On ne me mit pas avec ces malheureux sur lesquels on se vengeait d'un long ressentiment par des humiliations physiques et psychiques, mais dans cet autre groupe, beaucoup moins nombreux, dont les national-socialistes espéraient tirer de l'argent ou des renseignements importants. Ma modeste personne, bien sûr, ne représentait en elle-même aucun intérêt pour la Gestapo. Mais on devait avoir appris que nous avions été les hommes de paille, les administrateurs et les hommes de confiance de leurs adversaires les plus acharnés. Et ce que l'on espérait obtenir de moi, c'était des renseignements, des documents qu'on tournerait en preuves accablantes, des transferts de fonds réalisés par les couvents, des documents aussi contre la maison impériale et contre tous les Autrichiens fidèles et dévoués à la monarchie. On se disait, et non sans raison en effet, que les fortunes passées entre nos mains avaient dû laisser de respectables restes dans quelque endroit inaccessible à leur cupidité. Aussi, on m'arrêta, dès le premier jour, pour tenter de m'estorquer ces secrets au moyen de méthodes dont on connaissait les excellents résultats. Les gens de cette catégorie, dont on voulait tirer des renseignements ou de l'argent, n'étaient donc pas mis en camp de concentration, on leur réservait un sort spécial. Vous vous souvenez peut-être que ni notre chancelier, ni le baron Rothschild, dont ils espéraient que les familles livreraient des millions, ne furent enfermés derrière les fils de fer barbelés, mais qu'on leur fit l'apparente faveur de les installer dans un hôtel où ils eurent chacun leur chambre particulière. C'était l'hôtel Métropole, celui-là même où la Gestapo avait établi son quartier général. L'obscur personnage que je suis eut aussi cet honneur. Une chambre particulière dans un hôtel, peut-on rêver traitement plus humain, n'est-ce pas ? Et pourtant, croyez-moi, c'était pour nous appliquer une méthode plus raffinée, mais non pas plus humaine, qu'on nous logeait en personnalité importante dans les chambres d'hôtel particulières et convenablement chauffées, plutôt que dans les baraques glacées et avec 20 personnes. Car la pression qu'on voulait exercer sur nous pour nous arracher les renseignements recherchés était d'une espèce plus subtile que celle des coups de bâton et des tortures corporelles. C'était l'isolement le plus raffiné qui se puisse imaginer. On ne nous faisait rien, on nous laissait seulement en face du néant, car il est notoire qu'aucune chose au monde n'oppresse davantage l'âme humaine. En créant autour de chacun de nous un vide complet, en nous confinant dans une chambre hermétiquement fermée au monde extérieur, on usait d'un moyen de pression qui devait nous desserrer les lèvres, de l'intérieur, plus sûrement que les coups et le froid. Au premier abord, la chambre qu'on m'assigna n'avait rien d'inconfortable. Elle possédait une porte, un lit, une chaise, une cuvette, une fenêtre grillagée. Mais la porte demeurait verrouillée nuit et jour. Il m'était interdit d'avoir un livre, un journal, du papier ou un crayon. Et la fenêtre s'ouvrait sur un mur coupe-feu. Autour de moi, c'était le néant. J'y étais tout entier plongé. On m'avait pris ma montre afin que je ne mesure plus le temps, mon crayon afin que je ne puisse plus écrire, mon couteau afin que je ne m'ouvre pas les veines. On me refusa même la légère griserie d'une cigarette. Je ne voyais jamais aucune figure humaine, sauf celle du gardien qui avait ordre de ne pas m'adresser la parole et de ne répondre à aucune question. Je n'entendais jamais une voix humaine, jour et nuit. Les yeux, les oreilles, tous les sens ne trouvaient pas le moindre aliment. On restait seul, désespérément seul en face de soi-même, avec son corps et 4 ou 5 objets muets, la table, le lit, la fenêtre, la cuvette. On vivait comme le plongeur sous sa cloche de verre, dans ce noir océan de silence, mais un plongeur qui pressent déjà que la corde qui est reliée au monde s'est rompue, et qu'on ne le remontera jamais de ses profondeurs muettes. On n'avait rien à faire, rien à entendre, rien à voir, autour de soi régnait le néant vertigineux, un vide sans dimension dans l'espace et dans le temps. On allait et on venait dans la chambre, avec des pensées, qui vous trottaient et vous venaient dans la tête, sans trêve, suivant le même mouvement. Mais si, dépourvues de matière qu'elles paraissent,
Les pensées aussi ont besoin d'un point d'appui, faute de quoi elles se mettent à tourner sur elles-mêmes dans une ronde folle. Elles ne supportent pas le néant, elles non plus. On attendait quelque chose du matin au soir, mais il n'arrivait rien. On attendait, recommençait à attendre, il n'arrivait rien. À attendre, attendre et attendre, les pensées tournaient dans votre tête, jusqu'à ce que les tempes vous fassent mal. Il n'arrivait toujours rien, on restait seul, seul, seul.